Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler de streamers. Mais attention, je ne vais pas parler des gens qui font du streaming en vidéo. Pas du tout. Nous allons parler de plasma. Mais avant de vous en parler plus, regardons en images et en vidéo à quoi ça ressemble. Impressionnant, hein? J'adore toutes ces jolies couleurs et ces jolies formes. Je crois que je ne m'en passerai jamais. Parmi les plasmas que je vous ai montrés, vous avez vu des plasmas naturels, comme la foudre ou les sprites. Les sprites sont des événements qui se passent au-dessus des nuages d'orage. Mais nous avons également vu des plasmas de laboratoire, différentes sortes. Mais avant de vous en dire plus, le générique. Tous les plasmas que je vous ai montrés en photo et en vidéo sont très différents. Et pourtant, ils ont le point commun de commencer tous par un streamer. Qu'est-ce que ça veut dire finalement streamer? Streamer, en anglais, ça veut dire serpentin. C'est vrai que quand on regarde les photos, on voit bien que ça a une forme de serpentin, des serpentins lumineux. Pourtant, dans la communauté francophone, on a choisi de garder le terme anglais et de les appeler streamers. Comment fait-on pour générer ces serpentins de lumière, ces streamers? Eh bien, je vous propose de venir me suivre au tableau et je vais vous expliquer tout ça. Donc, on se retrouve ensemble devant ce tableau pour voir comment fonctionnent les streamers. Donc, les streamers, ce sont des événements qui se passent à des pressions élevées. Alors, quand on parle de pression élevée pour les plasmas, c'est des pressions proches de la pression atmosphérique ou supérieure, ou pour des distances interélectrodes très grandes. Pourquoi un streamer va se comporter différemment d'une décharge classique? Pour comprendre ça, on va regarder la loi de Paschen. Donc, la loi de Paschen, c'est une loi qui relie la tension de claquage, donc BD, parce que BD veut dire breakdown, donc claquage en anglais, en fonction du produit pression fois distance. Donc le P réfère à la pression et le D à la distance entre les deux électrodes. Cette loi, elle se présente sous la forme d'une cloche inversée. Au départ, pour des faibles valeurs PD, eh bien, on va avoir une tension de claquage qui est élevée parce que les atomes sont éloignés les uns des autres. Donc même si on a un électron qui est accéléré par un champ électrique, eh bien, s'il n'y a aucun atome à ioniser ou il y en a très peu, on ne va pas avoir beaucoup de collisions. Et pas beaucoup de collisions veut dire pas beaucoup d'ionisation, donc on ne va pas réussir à faire un plasma. Donc, pour augmenter le nombre de collisions, il faut que le champ électrique soit plus important. Et pour qu'il soit plus important, eh ben, on augmente la tension entre les deux électrodes. C'est pour ça que c'est élevé pour les faibles valeurs PD. Plus on augmente la pression, plus cette valeur de champ diminue, donc la tension de claquage diminue, jusqu'à arriver à un minimum. Ensuite, on a une réaugmentation parce que la densité des espèces, donc des atomes ou des molécules, augmente et donc le libre parcours moyen d'un électron ne va plus être suffisant pour emmagasiner suffisamment d'énergie pour ioniser. Donc pour que l'électron ait plus d'énergie, eh bien, il faut augmenter le champ électrique et donc la tension aux bornes des électrodes. Grâce à cette courbe, on va pouvoir distinguer deux régimes différents. À environ, je dis bien environ, 200 torr centimètres, donc un torr est égal à 133 pascal. Hein. Donc à 200 torr par centimètre. Donc là, lorsque le produit PD est inférieur à cette valeur, on sait qu'on est en régime Thomson. Un claquage de type Thomson, il a besoin des électrons, mais aussi des ions qui, eux, vont collisionner au niveau de la cathode et créer une émission secondaire. Donc les ions et les électrons entrent en jeu dans ce cas-là. Et puis, quand on augmente le produit PD, donc cette fois on est à 4000 torr centimètres,
Eh bien là, on est dans un régime de type streamer. Le produit PD est tellement important que la densité est tellement grande que quand il y a une avalanche électronique qui se déclenche, cette avalanche va générer une grande quantité d'électrons sur une toute petite distance. Et cette concentration d'électrons va être tellement importante qu'elle va être capable de générer un champ électrique qui va être du même ordre ou voire supérieur au champ électrique laplacien. Donc le champ électrique laplacien, c'est le champ électrique dû aux électrodes externes. Et donc ça va venir bouleverser l'avalanche électronique puisqu'on va avoir un champ électrique supplémentaire qui va se rajouter au niveau de l'avalanche. Et dans ce cas-là, comme ce claquage est très rapide, eh bien, les électrons vont avoir un rôle à jouer. Les ions n'ont pas le temps en fait de bouger. Le claquage streamer, c'est de l'ordre de la nanoseconde. Hein. Alors, je parle pour des décharges qui sont des décharges classiques dans des laboratoires, donc une distance interélectrode qui est de l'ordre du centimètre ou du millimètre. Et donc là, on va avoir des décharges qui vont claquer en quelques nanosecondes. En quelques nanosecondes, les ions n'ont pas le temps de bouger. C'est comme s'ils étaient inertes. Donc, ils ne vont pas avoir de rôle à jouer. Alors, voyons ensemble comment se passe un claquage streamer. Mais avant ça, nous allons revoir comment fonctionne une avalanche électronique. Prenons un cas simple. Deux électrodes planes. Ici, on a l'anode, donc c'est l'électrode positive. Et ici, on a la cathode, c'est l'électrode négative. On a au départ toujours des électrons libres qui vont être dus à la radioactivité interne de la Terre ou des rayons cosmiques qui viennent de l'espace et qui vont ioniser. Donc on a environ 10 puissance 8 électrons libres dans un mètre cube à l'air, par exemple. Donc on prend un électron. Cet électron, dans ce gaz, il va être accéléré par le champ électrique. Donc le champ électrique ici, il va du plus vers le moins. Donc l'électron, comme il est négatif, il va remonter et il va être accéléré. Durant sa course, il va rencontrer des atomes ou des molécules. Et donc si son énergie est suffisante, il va venir ioniser. Donc s'il ionise, ça veut dire qu'il va créer un ion, un nouvel électron, et puis on a toujours notre électron de base. Donc cette fois, on a deux électrons qui vont être de nouveau accélérés, collisionnés avec un atome ou une molécule, ionisés, etc. Et donc là, on a une avalanche électronique qui est de type exponentiel. On va avoir au début 2, puis 4, etc. Donc là, l'augmentation va être importante. Et à pression atmosphérique, ou à haute pression, la densité des espèces est très grande. Donc lorsqu'il y a une avalanche, ça va se faire sur des dimensions très petites. Et on va avoir une charge d'espace importante, car les ions vont rester immobiles, ils n'ont pas le temps de bouger, car je rappelle que ça se passe à des temps très courts, alors que les électrons, eux, qui ont une masse très faible, ont le temps de se déplacer. Donc ça veut dire que rapidement, on va avoir à l'arrière plein d'ions, qu'on va supposer immobiles, même si en fait ils bougent, mais à des échelles de temps différentes. Et puis, on a les électrons qui vont être à l'avant. Et en fait, on va avoir une charge d'espace. On a un bloc d'électrons et un bloc d'ions. Donc c'est comme si on avait deux sphères, une sphère. Donc ça revient à écrire que c'est comme si on avait une grande charge négative et puis une autre charge positive. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Si les charges sont suffisamment importantes, on va avoir un champ électrique qui se crée localement. Donc le champ électrique, je vous rappelle, il va du plus vers le moins. Donc ici, le champ électrique, il va aller dans ce sens,
plus vers le moins, donc à l'opposé du champ laplacien, qui est imposé par les électrodes externes. Donc finalement, les deux, quand on va les additionner, ça va s'annuler, donc ou s'atténuer fortement, donc on va avoir un champ quasi nul entre les deux sphères. Par contre, si on regarde ailleurs, donc le champ il va avoir à peu près cette forme-là. À l'avant, le champ électrique local, qu'on va nommer E', on voit qu'à l'avant de l'avalanche, eh bien, il va être dans le même sens que le champ laplacien, donc il va s'additionner et il va être beaucoup plus important, alors qu'entre les deux, il va être atténué. Donc on va avoir un champ très important à l'avant, et ce champ va venir modifier les conditions de l'avalanche électronique. Lorsque le champ E' est supérieur ou environ égal à E, donc le champ laplacien, on va avoir un claquage de type streamer. Donc cette condition, on l'appelle la condition de Weiser-Meek, du nom des deux scientifiques qui ont travaillé sur ce claquage. Alors une condition qu'on retrouve souvent dans les livres, c'est de dire qu'il faut finalement un nombre d'électrons environ égal à 10 puissance 8. Quand on a un nombre d'électrons environ égal à 10 puissance 8, c'est-à-dire quand l'avalanche atteint ce nombre-là, on va avoir un claquage streamer. Alors essayons de retrouver ce nombre pour comprendre d'où il vient. Alors, cherchons à retrouver le nombre 10 puissance 8. Quand il y a une avalanche électronique, on voit que les électrons sont à l'avant, et c'est comme si on avait en fait une sphère chargée. Okay. Donc on va raisonner en coordonnées sphériques. R, c'est la distance depuis le centre de la sphère. Et elle est chargée négativement. Le champ électrique généré par une sphère négative s'exprime de cette manière. Donc on a E qui est égal à Q, qui est la charge de cette sphère, sur 4 pi epsilon 0 fois R2. Alors dans notre cas, R, il ne peut pas être inférieur à la distance grand R, qui est en fait la taille de notre sphère. Ça n'aurait pas de sens de diminuer. Okay. Donc ici, petit r doit être supérieur ou égal à grand R. Okay. Q, on peut le trouver, Q c'est finalement le nombre d'électrons, donc qu'on va noter Ne, fois la charge d'un électron, qui est égale à E. Donc toujours sur 4 pi epsilon 0 R2. Alors j'ai oublié de dire, epsilon 0, c'est la permittivité dans le vide, mais j'espère que vous l'aviez deviné. Alors on a ceci. Alors j'écris pas les vecteurs, on s'en moque. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir la valeur absolue. Donc je laisse sous cette forme-là. Et on va réécrire ceci pour isoler Ne, car c'est Ne qui nous intéresse. Donc ça donne 4 pi epsilon 0 R2 fois E sur E. Alors maintenant qu'on a ça, il n'y a plus qu'à appliquer. Epsilon 0, on le connaît. R, ça va être égal au diamètre d'un streamer. Le diamètre d'un streamer dans l'air, c'est l'ordre de la centaine de micromètres. Donc prenons par exemple 200 micromètres. On va prendre que grand R est égal à 200 micromètres. Dans l'air, on claque environ pour un champ électrique de 30 kV par centimètre. Donc ça, ce sont les valeurs qu'on mesure. Donc si on prend ça et qu'on le remplace là-dedans, eh bien, on va trouver le nombre Ne. Eh bien, allons-y, faisons le calcul. Donc 4
pi, on suppose que ça fait 3. Hein, on va simplifier pour les calculs. Alors, epsilon 0, c'est 8,85 10 moins 12. R, on va prendre 200 microns, donc ça fait 2 10 puissance 2, comme c'est en microns, fois 10 puissance moins 6, et le tout est au carré. Fois 30 kg. Alors là, on va mettre en unité internationale, donc il va falloir repasser en volts par mètre. Donc 30, ça fait 30 kg, donc c'est 10 puissance 3. Par centimètre, en fait, 1 centimètre, c'est 10 moins 2 mètres. Et tout ça sur E. C'est pas très pratique, ce stylo. Et E, c'est 1,6 10 moins 19. Alors, je vais reprendre le calcul juste au-dessus, ou juste là, peut-être. Donc, ça nous donne, on va essayer d'un peu de simplifier ce calcul-là. Donc, déjà, je vais garder pour l'instant tous les chiffres. Donc, 4 fois 3. Donc, 8,85, bah, ça va être égal à 10, hein, on ne va pas s'embêter. Là, il y a du 10 moins 12. Ensuite, là, il y a un 2. Donc, 2 au carré, ça fait 4. Et là, on va avoir du 10 moins 4. 10 moins 4 exposant 2, ça va faire 10 moins 8. Donc là, on va aussi simplifier. Là, ça va nous donner du 3 fois 10. Donc là, ça nous fait du 10, 4. 10, 4 moins, ça fait du 10, 6. Et en dessous, on va garder pour l'instant 1,6, 10 moins 19. Donc là, j'ai du 4 fois 3. J'ai 4 fois 3. Donc je vais avoir du 12 fois 12 fois 10. Alors là, je vais prendre les négatifs ensemble. Les négatifs, on va avoir du 10 moins 20. Et là, on a du 10, 7. Là, on voit 16, on voit 12, on va essayer de simplifier. En fait, enfin, on voit 1,6, on va dire que c'est 16. Et on va donc, ça équivaut à 10 puissance moins 20. Donc ça, on va se dire que c'est similaire, on va en supprimer 1. Et finalement, on trouve donc 12. Donc là, 10 moins 20, 10 moins 20, on les supprime. On va avoir fois 10 puissance 7. Et finalement, bah, ça équivaut à peu près 10 puissance 8. Hein, 12, ça égale plutôt à 10. Et finalement, on trouve le fameux 10 puissance 8 qu'on retrouve souvent dans les livres. Voilà. Alors, en faisant ce calcul, ce que je voulais mettre en évidence, c'est que vous voyez, en fait, le 10 puissance 8, c'est dans le cas de l'air. OK ? Et c'était pour un cas particulier, hein, lorsqu'on avait 2 électrodes plan-plan. Mais 10 puissance 8 ne veut pas dire forcément qu'on aura un claquage trimmer. Ça va dépendre du type du gaz auquel on a affaire et le type de géométrie. On peut très bien avoir des claquages trimmer pour des valeurs de NE plus faibles ou plus importantes. Ce qui est important pour avoir en fait un claquage trimmer, il faut qu'en fait le champ local soit supérieur ou égal au champ laplacien. Okay ? Il faut qu'en fait il y ait une perturbation du champ électrique, due au champ électrique local. C'est le critère qu'il faut respecter, c'est celui-là. Ça, c'est dans l'air, dans des conditions particulières.
Alors, pour comprendre comment va influencer ces électrons qui vont créer ce champ local et qui vont perturber le champ total, on va devoir revenir à cette fameuse avalanche. On reprend le cas le plus simple qui est 2 électrodes planes. Donc on a toujours un électron au début qui va être à l'origine de cette avalanche électronique. Si l'avalanche électronique est très intense, on va avoir rapidement une charge, donc là c'est plus un ion mais c'est la charge, on va dire ionique totale, donc j'en dessine qu'un seul pour simplifier, et ici on a la charge due aux électrons. Et ça va être notre avalanche. Alors pourquoi on la dessine comme ça? Parce qu'en fait c'est exponentiel, c'est de plus en plus important. Donc on va avoir beaucoup d'électrons ici et derrière on va avoir les ions à l'arrière. Si ça se passe proche de la cathode et que le critère de Rothermich est satisfait, ça veut dire que E' supérieur ou égal à E, et on va avoir un streamer de type négatif, qu'on dit aussi dirigé vers l'anode. Okay. Il va se diriger vers le haut. Dans le cas inverse, si l'avalanche électronique elle atteint le critère de Mich proche de l'anode, donc là on va avoir une avalanche qui va être un peu plus grande, donc la charge négative va être ici, la charge positive ici, et donc on va avoir une avalanche qui a démarré d'en bas, et comme ceci. S'il est atteint ici, le critère de Mich, on va avoir ici un streamer de type positif, qu'on appelle aussi streamer dirigé vers la cathode. Donc en fait, l'avalanche, elle est partie de la cathode vers l'anode, et le streamer veut partir dans l'autre sens. Alors dans ce cas-là, lorsque l'anode n'est pas recouverte par un diélectrique, les électrons qui sont ici vont être absorbés par l'anode et vont laisser derrière eux les ions qui, eux, n'ont pas bougé. Et en fait, comme c'est exponentiel, on a une énorme quantité d'ions ici, alors que dans la queue de l'avalanche, on va en avoir beaucoup moins. Donc c'est comme si on avait surtout plein de charges positives au niveau de l'anode. Quand on a un diélectrique, les électrons vont rester là, mais on aura quand même une charge d'espace importante qui va se jouer au niveau des ions. Et donc là, on va avoir deux types de streamers différents, le streamer négatif ou le streamer positif. Alors, il est plus facile de générer un streamer positif parce qu'en fait, je vous rappelle qu'il faut atteindre le critère de Rothermich, et pour l'atteindre, on a plus de chances d'y arriver plus l'avalanche est grande, parce que plus la distance est importante, plus on va avoir d'électrons, que le streamer négatif, où là, il faut y arriver sur une très courte distance. Donc souvent, ça s'est généré pour des tensions très élevées, plus élevées que pour les streamers positifs. Alors, on va voir ensemble comment se propagent ces deux types de streamers. Commençons par le streamer négatif. Donc on suppose que là, le critère de Rothermich, il est atteint près de la cathode. Donc on va avoir une certaine quantité d'électrons. Derrière, on a des ions. Et on a notre avalanche qui ressemble à ça. Le champ laplacien qui descend vers le bas. Et on va avoir un champ, donc du plus vers le moins. On va avoir un champ local qui est comme ça. Donc en fait, à l'avant du streamer, on va avoir E total qui est égal à E plus E'. Ben ça, c'est toujours vrai, mais en fait, ici, comme ils sont dans le même sens, eh bien, la norme à cet endroit-là est tout simplement égale à la norme du champ laplacien plus la norme du champ local. Donc on a un champ qui est très important ici.
Comme le champ est très important, les électrons vont ioniser encore plus. Donc le procédé va être assez similaire à l'avalanche électronique, hein. Les électrons vont emmagasiner de l'énergie et vont ioniser les atomes ou les molécules qui se situent à l'avant de la tête du streamer. L'avalanche électronique, c'est quand même un procédé qui est assez énergétique. Et donc, quand les électrons collisionnent avec des atomes, soit ils ionisent, soit en fait ils excitent, ou il y a une collision élastique. Ça veut dire qu'il y a certaines molécules qui vont molécules ou atomes qui vont être excités, et en se désexcitant, ils vont émettre des photons. Et ces photons, s'ils sont aussi assez énergétiques, vont pouvoir ioniser et donc former de nouveaux électrons. Donc, on appelle ceci la photoionisation. Et ces électrons, donc eux-mêmes, vont générer en fait des avalanches secondaires et vont venir amplifier le streamer. À ce moment-là aussi, il se passe autre chose. La production d'électrons est tellement importante qu'on va avoir une force de répulsion qui ne sera plus négligeable. Les électrons, ils ont tous la même charge, donc normalement, ils vont se repousser les uns les autres. Alors, avant ça, leur densité n'était pas assez importante pour que cette force soit ressentie. Lorsque le streamer se met en place, le nombre d'électrons devient trop important et on va avoir une augmentation du diamètre de l'avalanche. Donc là, je vous montre une photo qui montre en exemple les travaux qui ont été faits par Razer, qui a en fait mis dans une chambre à brouillard 2 électrodes. C'est une chambre où il y a de la vapeur d'eau ou de la vapeur d'alcool qui va se condenser lorsqu'il y a une ionisation. Ça va permettre de visualiser la décharge. Et là, ici, on voit cette forme caractéristique et on voit qu'elle va s'agrandir, comme sur l'image. Cette augmentation de diamètre montre qu'on a au début l'avalanche et ensuite, ça va être la zone streamer. Voilà, donc ça, c'est la caractéristique pour les streamers négatifs. Maintenant, voyons comment ça se passe pour les streamers positifs. On va voir que c'est différent. Alors, les streamers positifs, cette fois. Donc, les électrons ont été absorbés par l'anode et on va avoir tout un nuage d'ions proche de l'anode. Le champ électrique, il est toujours du haut vers le bas. Ça, c'est le champ laplacien. On va avoir un champ qui va être sous cette forme-là. Donc, ça va être radial. Donc, le champ local, il a cette forme-là. Bon, on voit bien que là où ça va être le plus intense, ça va être juste à l'avant, hein, quand E' est dans la même direction, dans le même sens que E. Donc ça va être aussi à l'avant de la tête. L'avalanche électronique, comme dans le cas du streamer négatif, aura excité des atomes et des molécules qui vont, eux, se désexciter et émettre des photons. Et dans le cas des streamers positifs, il est nécessaire d'avoir ces photons qui puissent ioniser. Donc la photoionisation est primordiale. S'il n'y en a pas, on ne va pas avoir de streamer positif. L'électron créé va être attiré par la tête ionique et donc va s'accélérer. En s'accélérant, ils vont générer une avalanche secondaire. Donc en générant cette avalanche secondaire, eh bien, les électrons vont venir neutraliser cette tête ionique et laisser derrière eux des ions qui n'auront pas eu le temps de bouger, parce que tout ça, ça se passe à l'ordre de temps de la nanoseconde. Ça, c'est l'étape 1, et on fait ensuite l'étape 2. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a notre tête ionique qui va être neutralisée, donc on va avoir les électrons qui se sont mis entre les ions. Donc la charge totale va être globalement neutre. Okay.
Mais devant, on va avoir des ions qui auront été laissés tout seuls. Les électrons, ils ont été voir ailleurs. Et on va avoir cette tête-là qui est à l'avant. Ces avalanches secondaires vont aussi exciter et ioniser, donc ils vont aussi émettre des photons. Et ils vont ioniser de nouveau. Ces électrons vont être accélérés, vont générer d'autres avalanches secondaires. Les électrons vont neutraliser cette nouvelle tête et en laisser derrière eux des nouveaux ions qui vont former la nouvelle tête. Et ceci, ainsi de suite, jusqu'à arriver à la cathode. Donc à la différence des streamers négatifs où on avait vraiment les électrons qui se propageaient en même temps que le streamer, là, à chaque fois, ce sont des ions différents. C'est en fait une onde d'ionisation. Donc voilà la différence entre les deux procédés. Donc nous venons de voir comment fonctionnent les streamers et les deux types de formation de streamers, les streamers positifs et les streamers négatifs. Lorsque l'un de ces streamers atteint l'autre électrode, eh bien, il va y avoir une connexion entre les deux électrodes et on va avoir comme un court-circuit. Un court-circuit veut dire qu'il va avoir une génération de courant importante. Et donc, si le courant est suffisamment important pour induire une ionisation thermique, donc ça veut dire qu'on va chauffer le canal entre les deux électrodes, s'il peut avoir ionisation thermique, eh bien on va avoir la formation d'un arc électrique. Alors, on ne va pas rentrer plus dans les détails parce que les arcs électriques mériteraient une vidéo entière à ce sujet. Et on va rester sur les streamers. L'avantage des streamers, c'est qu'ils génèrent un plasma hors équilibre thermodynamique. Ça veut dire que la température des ions et des neutres est très inférieure à la température des électrons. Et ça va avoir le grand avantage de pouvoir utiliser les plasmas dans des applications sensibles à la température. Par exemple, on va pouvoir les utiliser sur des tissus vivants, sans le brûler. Et donc ça ouvre le champ des applications vers les applications biomédicales ou en agriculture, par exemple. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Nous serons très heureux d'y répondre. Alors je rappelle que cette vidéo a été faite dans le cadre du réseau des plasmas froids et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.